Imagine que presque tout ce que vous mangez aujourd'hui contient quelque chose que vous n'avez jamais vraiment choisi de consommer. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier fait, la gélatine que vous adorez sans le savoir. Chaque fois que vous mordez dans un bonbon gélatiné, une panna cotta ou même une capsule de médicament, vous consommez de la gélatine. Et la gélatine, c'est quoi exactement? C'est une protéine extraite par ébullition prolongée des os, des cartilages, des peaux et des tendons d'animaux, principalement des porcs et des bovins. Ces parties, autrefois considérées comme des déchets d'abattoir, sont aujourd'hui au cœur d'une industrie qui pèse plusieurs milliards d'euros par an. Le processus est simple dans son principe. On fait bouillir ces résidus pendant des heures, on filtre le liquide, on le concentre, on le sèche, et on obtient une poudre inodore, incolore, quasi invisible dans les aliments. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart des consommateurs ne font aucun lien entre le bonbon en forme d'ours et les os d'un porc. Les fabricants ne mentent pas. L'étiquette mentionne gélatine ou E441. Mais personne ne lit vraiment ces étiquettes. Des études de consommation réalisées en Europe ont montré que plus de 70% des personnes interrogées ignoraient totalement l'origine animale de la gélatine dans leur dessert préféré. Certaines personnes végétariennes ont été choquées de découvrir que les yaourts aux fruits ou les mousses légères qu'elles consommaient depuis des années en contenaient. Et voici ce qui est surprenant. La gélatine se retrouve aussi dans certaines bouteilles de vin et de bière. Oui, vous avez bien lu, elle est utilisée comme agent de clarification, pour précipiter les particules en suspension et rendre la boisson limpide. Techniquement, elle ne reste pas dans le produit final, elle est filtrée. Mais des traces microscopiques peuvent subsister. C'est pourquoi certains vins portent maintenant la mention « convient aux végétaliens », une précision qui aurait semblé absurde il y a 20 ans. Deuxième fait, la carmin, ce rouge qui vient d'un insecte. Vous avez déjà remarqué ce rouge vif dans vos yaourts aux fraises, vos jus de cranberry, vos bonbons rouges, votre rouge à lèvres ou votre rouge alimentaire dans des gâteaux? Ce colorant s'appelle la carmine ou E120 et il est fabriqué à partir de cochenilles, de petits insectes parasites qui vivent sur les cactus en Amérique du Sud et aux îles Canaries. Pour produire 1 kg de carmine, il faut environ 100 000 à 150 000 insectes. Ces insectes sont séchés, broyés, puis traités pour extraire l'acide carminique, une molécule rouge intense naturellement présente dans leur corps. L'industrie de la carmine est ancienne. Les Aztèques utilisaient déjà ces insectes pour teindre leurs tissus bien avant l'arrivée des Espagnols. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette même substance se retrouve aujourd'hui dans des produits ultramodernes. Boissons énergisantes, yaourts industriels, glaces, charcuterie. Chaque année, le Pérou exporte plusieurs centaines de tonnes de carmine vers l'Europe, les États-Unis et le Japon. C'est une industrie prospère, fondée sur ce qui était autrefois un déchet agricole, l'insecte nuisible des plantations de cactus, transformé en or rouge. Mais attendez, en 2012, Starbucks a fait face à une vague de protestations mondiales lorsqu'il a été révélé que leur frappuccino aux fraises contenait de la carmine. Des milliers de végétaliens et de végétariens étaient indignés. La marque a rapidement reformulé le produit, mais l'épisode a mis en lumière une réalité inconfortable. Même les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent peuvent facilement passer à côté d'un ingrédient aussi inattendu que des insectes broyés dans leur café. Troisième fait, la cire de Candélia et les bonbons brillants. Ces bonbons au chocolat qui brillent comme des billes de verre, ces dragées qui ont l'air presque trop parfaites pour être mangées. Qu'est-ce qui leur donne cet aspect lustré? Souvent, c'est de la cire. Et cette cire peut être d'origine prévariée. Cire d'abeille, cire de carnauba, shellac ou cire de Candélia. Le shellac, ou E904, est particulièrement intéressant. C'est une résine sécrétée par un insecte appelé la cochenille lac, principalement en Inde et en Thaïlande. Cette résine est récoltée sur les branches des arbres, purifiée et vendue sous forme de flocons ou de solutions liquides. Le shellac est utilisé depuis des siècles. Avant l'invention du plastique, il servait à fabriquer des disques vinyles, des vernis à ongles et des lacs pour bois. Aujourd'hui, il est approuvé comme additif alimentaire et utilisé pour enrober les bonbons, les comprimés pharmaceutiques et même certains fruits. Oui, les pommes que vous achetez au supermarché ont souvent une couche de shellac
pour les rendre brillantes et prolonger leur durée de conservation. Ce qui était un déchet de production, la résine grattée des branches infestées, est devenu un produit à haute valeur ajoutée. Et cela devient encore plus intéressant. Le shellac est également utilisé dans certaines confiseries comme les dragées de Noël ou les pastilles mentholées. Si vous avez déjà mangé un M&M's ou un Skittle, vous avez probablement consommé une forme de cire d'enrobage. Les étiquettes mentionnent parfois « agent d'enrobage » sans préciser l'origine. La transparence alimentaire progresse, mais lentement. Quatrième fait, la vanilline synthétique, issue de la lignine du bois. La vanille est l'une des saveurs les plus aimées au monde, mais la vraie vanille, extraite des gousses de l'orchidée Vanilla planifolia, est extrêmement coûteuse à produire. Elle nécessite une culture laborieuse, une pollinisation manuelle et une fermentation longue. C'est pourquoi l'immense majorité des produits à la vanille que vous consommez ne contiennent pas de vraie vanille, mais de la vanilline synthétique. Et voilà le point fascinant. Une grande partie de cette vanilline est fabriquée à partir de lignine, un composé organique extrait des déchets de papeterie. Quand on fabrique du papier à partir de bois, on produit une énorme quantité de liqueur noire, un résidu liquide chargé de lignine. Autrefois, ce résidu était simplement brûlé ou rejeté. Aujourd'hui, certaines usines le traitent chimiquement pour en extraire la guaiacol, qui est ensuite transformée en vanilline. Ce processus transforme un déchet industriel massif en un arôme alimentaire consommé mondialement. Le chiffre est vertigineux. Environ 18 000 tonnes de vanilline synthétique sont produites chaque année dans le monde, contre seulement 2 000 tonnes de vanilline naturelle. Voici un détail important. Une autre source de vanilline synthétique est encore plus surprenante, les déjections de castors. Les castors produisent une substance appelée castoreum, sécrétée par des glandes situées près de leur anus, qu'ils utilisent pour marquer leur territoire. Cette substance a un arôme qui rappelle vaguement la vanille et le framboise. Elle a été utilisée dans l'industrie alimentaire et parfumée, bien que son usage soit aujourd'hui marginal et strictement réglementé. Mais l'idée même qu'un arôme naturel puisse venir d'une glande de castor illustre à quel point l'industrie alimentaire explore des sources inattendues. Cinquième fait, l'huile de palme et les déchets de palme recyclés en émulsifiant. L'huile de palme est partout, dans les biscuits, les margarines, les pâtes à tartiner, les chips, les cosmétiques, les détergents. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les sous-produits de sa fabrication sont également recyclés et intégrés dans la chaîne alimentaire. Les stéarines, les oléines, les acides gras résiduels, ces fractions autrefois considérées comme des rebuts de raffinage sont aujourd'hui valorisées comme émulsifiants, stabilisants ou agents de texture dans des milliers de produits transformés. Par exemple, le mono- et diglycéride d'acide gras, étiqueté E471, sont des émulsifiants omniprésents dans le pain industriel, les glaces, les sauces, les soupes en poudre. Ils sont souvent produits à partir des résidus de raffinage de l'huile de palme ou d'autres huiles végétales. Ces molécules permettent de mélanger l'eau et les graisses, ce qui améliore la texture et prolonge la durée de vie des produits. Sans eux, votre pain de mie durcirait en quelques heures et votre glace serait pleine de cristaux de glace désagréables. Et voici ce qui soulève des questions. Ces émulsifiants sont-ils vraiment inoffensifs? Des recherches récentes, notamment une étude publiée dans la revue Nature en 2015, ont suggéré que certains émulsifiants pourraient perturber le microbiome intestinal chez les souris. Les chercheurs ont observé une augmentation de l'inflammation intestinale et des signes précurseurs du syndrome métabolique. Les études chez l'humain sont encore limitées, mais le débat scientifique est ouvert et les autorités sanitaires surveillent attentivement ce dossier. Sixième fait. La farine de plume hydrolysée dans l'alimentation animale et humaine, indirecte. Chaque année, l'industrie avicole mondiale produit des millions de tonnes de plumes. Un déchet encombrant, difficile à éliminer. La solution trouvée par l'industrie, l'hydrolyse. En traitant les plumes à haute pression et température avec de la vapeur, on les décompose en acides aminés et en une poudre protéique appelée farine de plume hydrolysée. Cette farine est utilisée massivement dans l'alimentation des poissons d'élevage, des porcs, des poulets et même des chiens. Le cycle est donc le suivant. Des plumes de poulet, déchets de l'abattage, sont transformées en protéines, qui nourrissent des poissons ou d'autres animaux d'élevage qui finissent eux-mêmes dans votre assiette. Vous ne mangez pas directement de la farine de plume, mais vous consommez indirectement les protéines qui en sont issues. La frontière entre déchets et aliments est ici particulièrement floue.
Cette pratique est légale et réglementée dans la plupart des pays, mais elle reste peu connue du grand public. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. En 2011, une controverse a éclaté en Asie du Sud-Est lorsque des rapports ont révélé que certaines farines de plumes maltraitées avaient été incorporées dans des aliments destinés directement à la consommation humaine, sous forme de protéines enrichissantes, dans des nouilles et des snacks bon marché. Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, mais l'incident a mis en évidence les failles possibles d'un système mondial de production alimentaire où les flux de matière sont extrêmement complexes. Septième fait. L'acide citrique produit par fermentation de déchets sucrés. L'acide citrique, E330, est l'un des additifs alimentaires les plus utilisés au monde. Il donne ce goût acidulé aux boissons gazeuses, aux bonbons, aux conserves, aux sauces. On pourrait croire qu'il est extrait de citron, mais la réalité industrielle est bien différente. Plus de 90% de l'acide citrique mondial est produit par fermentation à partir d'un champignon microscopique appelé Aspergillus niger, nourri principalement avec de la mélasse, le résidu visqueux et brun qui reste après l'extraction du sucre de la betterave ou de la canne à sucre. La mélasse était autrefois un déchet de sucrerie, valorisé au mieux comme aliment pour le bétail. Aujourd'hui, elle est la matière première de l'une des filières biotechnologiques les plus rentables du monde. Des cuves de fermentation géantes, parfois hautes comme des immeubles de plusieurs étages, hébergent des millions de champignons qui transforment ce sirop sucré en acide cristallin. La Chine est aujourd'hui le premier producteur mondial d'acide citrique, avec plusieurs centaines de milliers de tonnes produites chaque année. Et ce n'est pas tout. L'acide citrique est aussi utilisé dans les cosmétiques, les produits ménagers, les médicaments et même dans les procédés de traitement de l'eau. Sa production à partir de déchets sucrés est un exemple presque parfait d'économie circulaire avant que le terme n'existe. Mais certains chercheurs ont soulevé des inquiétudes. Des personnes sensibles rapportent des réactions à l'acide citrique industriel qui ne semblent pas se produire avec l'acide citrique naturel des fruits. La différence proviendrait de résidus de protéines fongiques dans le produit final. Le débat reste ouvert. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. Huitième fait, le lactosérum, ancien déchet laitier devenu super aliment. Pendant des siècles, la production de fromage générait un sous-produit liquide en quantité massive, le lactosérum ou petit lait. Ce liquide jaunâtre et légèrement acide était autrefois considéré comme un déchet embarrassant. Les fromageries le déversaient dans les rivières, une pratique qui provoquait une pollution sérieuse, car le lactosérum a une demande biologique en oxygène très élevée. Dans les années 60 et 70, des réglementations environnementales strictes ont forcé l'industrie laitière à trouver des alternatives. La solution ? Transformer ce déchet en ressource. Le lactosérum contient des protéines de haute qualité biologique, notamment la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine, ainsi que du lactose, des minéraux et des vitamines du groupe B. En concentrant et séchant ce liquide, on obtient la fameuse protéine de whey, aujourd'hui star de l'industrie des suppléments sportifs. Des milliards d'euros de protéines en poudre sont vendus chaque année aux sportifs, aux bodybuilders, aux personnes cherchant à perdre du poids, et tout cela vient d'un liquide que les fromagers ne savaient pas quoi faire il y a 50 ans. Mais il y a une nuance. Le lactosérum se retrouve aussi dans des produits alimentaires moins glamour. Le pain industriel, les biscuits, les préparations pour bébés, les soupes en poudre, les sauces. Sous des noms comme poudre de lait écrémé, solide de lait, caséinate, il s'infiltre dans des milliers de produits transformés. Pour les personnes intolérantes au lactose ou allergiques aux protéines de lait, cette omniprésence peut être un vrai problème, d'autant que l'étiquetage n'est pas toujours clair. Neuvième fait, l'huile de krill et les déchets de pêche transformés en oméga 3. Les suppléments d'oméga 3 sont présentés comme la solution miracle pour le cœur, le cerveau et les articulations. Mais d'où viennent ces huiles ? Une grande partie provient d'un processus massif de pêche industrielle qui cible des petits crustacés, le krill antarctique, ou utilise les déchets de la pêche commerciale, têtes, arêtes, viscères, queues de poissons qui autrement finiraient en farine pour animaux ou en décharge. Ces résidus sont broyés, cuits, puis pressés pour extraire l'huile, qui est ensuite purifiée et encapsulée. Ce cycle de valorisation est présenté comme écologique et vertueux. On utilise ce qui aurait été gaspillé, et il y a une part de vérité là-dedans. Mais il faut aussi regarder l'autre face.
La pêche industrielle de krill et de petits poissons pélagiques comme l'anchois ou le hareng exerce une pression considérable sur des écosystèmes marins fragiles. Ces espèces sont à la base de la chaîne alimentaire océanique et leur surexploitation peut avoir des conséquences en cascade sur les populations de baleines, de phoques et d'oiseaux marins. Avançons. L'huile de poisson encapsulée que vous avalez ce matin vient peut-être des restes d'une usine de transformation du saumon au Chili, ou des viscères d'anchois péruviens. Le produit est réel, les bénéfices sont documentés, mais la chaîne qui mène de l'océan à votre boîte de compléments alimentaires est longue, complexe et rarement transparente pour le consommateur. 10e fait. Le CO2 récupéré des cheminées industrielles pour gazéifier vos boissons. Chaque fois que vous ouvrez une bouteille de soda ou une canette de bière et que vous entendez ce psst caractéristique, vous libérez du dioxyde de carbone. Ce gaz, c'est lui qui donne la sensation pétillante, qui préserve le goût et qui empêche la prolifération de certaines bactéries. Mais d'où vient ce CO2 alimentaire ? Une partie significative est récupérée directement des cheminées d'usines de fermentation, de centrales à biomasse ou de processus industriels chimiques. La capture et la purification du CO2 industriel pour usage alimentaire est un exemple fascinant de symbiose industrielle. Une brasserie produit du CO2 comme sous-produit de la fermentation alcoolique. Ce gaz est capté, purifié selon des standards alimentaires stricts, comprimé et vendu à des embouteilleurs de boissons. Ce qui sortirait normalement dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre devient ainsi la bulle dans votre verre de limonade. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. Pendant la pandémie de 2020, quand les brasseries et les usines de bioéthanol ont fermé ou réduit leur production, il y a eu une pénurie mondiale de CO2 alimentaire. Les industries de l'emballage sous atmosphère modifiée, qui utilisent du CO2 pour prolonger la durée de vie des aliments frais, ont été touchées. Cet épisode a révélé à quel point l'industrie alimentaire est dépendante d'un gaz que personne ne voit, produit comme sous-produit d'autres processus industriels. 11e fait. Les écorces d'agrumes recyclées en pectine. La pectine, E440, est l'agent gélifiant qui donne leur texture aux confitures, aux gelées, aux yaourts, aux bonbons gélifiés et à de nombreuses sauces. Elle est naturellement présente dans les parois cellulaires des végétaux et notamment en grande concentration dans les pépins et les écorces d'agrumes. Et c'est précisément de là que provient l'essentiel de la pectine industrielle mondiale. Des millions de tonnes d'écorces de citron, d'oranges et de pommes, sous-produits de l'industrie des jus de fruits. Autrefois, ces écorces étaient soit compostées, soit brûlées, soit vendues à prix dérisoire comme aliment pour le bétail. Aujourd'hui, elles sont acheminées vers des usines spécialisées qui les traitent à l'acide pour en extraire la pectine, la purifier et la sécher. Le marché mondial de la pectine représente plusieurs centaines de millions d'euros par an. Les principaux producteurs sont en Europe, notamment en Allemagne et au Danemark, et en Chine. Le détail suivant pourrait vous surprendre. La qualité de la pectine dépend fortement de la variété d'agrumes, de son degré de maturité et des conditions climatiques de la saison. Une mauvaise récolte d'oranges peut donc affecter directement la texture de vos confitures et de vos bonbons. Il existe d'ailleurs plusieurs types de pectine, à haute méthoxylation, à faible méthoxylation, amidée, avec des propriétés gélifiantes différentes selon la teneur en sucre et en calcium du produit final. Une chimie complexe, dissimulée derrière un simple pot de confiture. 12e fait. Le collagène des boyaux d'animaux dans les saucisses et les capsules. Le collagène est partout. Dans les crèmes anti-rides, dans les compléments alimentaires pour les articulations, dans les capsules de médicaments, dans les saucisses et les charcuteries. Et sa source principale reste ce qu'elle a toujours été, les déchets de l'industrie de la viande. Peau de bœuf, os de porc, tendons, cartilage, tout cela est bouilli, extrait, purifié et transformé en collagène hydrolysé ou en gélatine. L'enveloppe de votre saucisse, si elle est naturelle, est faite d'intestins de mouton ou de porc nettoyés et séchés. C'est une technique vieille de plusieurs millénaires et elle est toujours utilisée pour les produits haut de gamme. Les enveloppes artificielles en collagène, elles, sont fabriquées à partir de collagène extrait des restes de la tannerie bovine. On prend la couche de peau qui reste après que les tanneurs ont prélevé la partie noble. On l'hydrolyse, on l'extrude en tubes fins et on obtient une enveloppe comestible pour saucisse. Examinons le point suivant. Le marché des compléments alimentaires en collagène a explosé ces 10 dernières années. Des poudres à dissoudre dans le café, des gummies au collagène, des boissons enrichies. Tous ces produits vendent des effets sur la peau, les cheveux,
les ongles et les articulations. La source de ce collagène est presque toujours des résidus de l'industrie de la viande ou de la pêche. Les études scientifiques sur l'efficacité de ces suppléments sont mitigées. Certaines montrent des effets positifs sur la souplesse cutanée, d'autres ne trouvent aucune différence significative. 13e fait. La levure extraite de la bière usée. La bière est l'une des boissons les plus consommées au monde, et sa fabrication génère des millions de tonnes de levure usée. La levure qui a fermenté les sucres du malt et qui tombe au fond des cuves à la fin du processus. Pendant longtemps, cette levure épuisée était soit jetée, soit vendue comme aliment pour porc. Aujourd'hui, elle est traitée, séchée et valorisée de multiples façons. En extrait de levure pour l'industrie alimentaire, en supplément de vitamine B, en arôme naturel et en substitut de sel. L'extrait de levure est l'un des exhausteurs de goût les plus utilisés dans l'industrie alimentaire. Il donne cette saveur umami, cette profondeur gustative que l'on retrouve dans les bouillons de cubes, les chips, les sauces soja industrielles, les soupes instantanées, les préparations pour risotto. Sur l'étiquette, il peut apparaître sous les noms extrait de levure, arôme naturel de levure ou hydrolysat de levure. Ces dénominations légales permettent de ne pas mentionner l'origine brassicole du produit. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. L'extrait de levure contient naturellement du glutamate, le même composé que le glutamate monosodique, ou MSG, tant décrié par certains consommateurs. Les personnes qui évitent scrupuleusement le MSG se retrouvent donc parfois à consommer des quantités équivalentes de glutamate naturel via l'extrait de levure sans le savoir. Ce n'est pas nécessairement dangereux. Le glutamate est un acide aminé naturel présent dans de nombreux aliments. Mais l'asymétrie d'information est notable. 14e fait. Les drèches de brasserie transformées en farine de haute teneur en fibres. Les drèches sont ce qui reste du malt d'orge après l'extraction des sucres pendant la fabrication de la bière. Ce résidu solide, riche en fibres, en protéines et en minéraux, était autrefois destiné quasi exclusivement à l'alimentation animale. Des millions de tonnes de drèches sortent des brasseries chaque semaine à travers le monde. Mais une tendance récente, portée par des startups et des artisans boulangers, consiste à transformer ces drèches en farines alternatives pour la consommation humaine. Des entreprises comme Toast Ale au Royaume-Uni ou plusieurs startups berlinoises ont commencé à incorporer des drèches séchées dans des pains, des biscuits, des barres énergétiques et même des pâtes. Ces produits sont commercialisés comme écologiques, riches en fibres et à faible empreinte carbone. Nutritionnellement, les drèches ont effectivement des atouts. Leur teneur en fibres insolubles est élevée et elles fournissent des protéines de qualité raisonnable. Le goût est légèrement maltais, ce qui s'intègre bien dans des produits de boulangerie. Il y a une suite. Certaines grandes chaînes de distribution en Europe ont commencé à référencer des produits à base de drèches, les mettant en avant comme exemple d'économie circulaire. En France, plusieurs boulangeries parisiennes expérimentent des pains aux drèches en partenariat avec des brasseries artisanales locales. Le mouvement est encore marginal, mais en croissance, porté par une demande croissante pour des produits durables et transparents. 15e fait, l'huile de graines de raisin, coproduit de la vinification. Chaque vendange produit des quantités énormes de marcs de raisin, les peaux, les pépins et les rafles qui restent après le pressurage. Ce marc était autrefois utilisé pour produire une eau-de-vie rustique, pour alimenter des chaudières ou simplement composter. Aujourd'hui, on en extrait quelque chose de beaucoup plus précieux, l'huile de pépins de raisin. Cette huile, légère, au point de fumée élevé et riche en vitamine E, est devenue un ingrédient prisé de la gastronomie et de la cosmétique. Sa production est un exemple presque parfait de valorisation de déchets. Les pépins, qui représentent environ 5% du poids du raisin, sont séparés du reste du marc, séchés, puis pressés à froid pour en extraire l'huile. En Italie, en Espagne et en France, des huileries spécialisées se sont développées autour de cette filière. L'huile de pépins de raisin est maintenant vendue à prix premium dans les supermarchés, utilisée par les chefs cuisiniers et intégrée dans des formulations de cosmétiques haut de gamme. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Les polyphénols extraits des peaux de raisin, notamment le resveratrol, sont également commercialisés comme compléments alimentaires antioxydants. Des centaines de millions de capsules sont vendues chaque année sous des marques qui promettent longévité, protection cardiovasculaire et anti-vieillissement. Le resveratrol vient directement des déchets de la vinification. Ce qui finissait en compost il y a 30 ans se vend aujourd'hui comme élixir de santé à des prix parfois vertigineux. 16e fait, la farine d'insectes dans les aliments du quotidien.
Les insectes sont officiellement autorisés comme ingrédients alimentaires dans l'Union européenne depuis 2039. Et plusieurs espèces ont depuis obtenu leur autorisation de mise sur le marché. La farine de grillon, les grillons, la farine de ver de farine et la farine de larves de mouches soldat noir, Hermesia illucens, peuvent aujourd'hui être incorporées dans des produits alimentaires vendus en Europe. Ces farines sont souvent présentées comme la protéine du futur, écologique et peu gourmande en ressources. Ce qui est moins connu, c'est que ces insectes sont eux-mêmes nourris avec des déchets organiques, restes alimentaires, son de céréales, sous-produits de l'industrie agroalimentaire. La larve de mouche soldat noir, en particulier, est remarquablement efficace pour convertir des déchets organiques en protéines et en graisses. On parle d'un double recyclage, des déchets alimentaires transformés en insectes, puis en farine protéique. L'efficacité de conversion est incomparable avec l'élevage bovin classique. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. Vous avez peut-être déjà consommé de la farine d'insectes sans le savoir. Depuis fin 2023, des produits contenant de la farine de ver de farine ou de grillon sont disponibles dans certaines gammes de produits en Europe. Des barres protéinées, des crackers, des pâtes, des pains protéinés. L'étiquetage est obligatoire, mais les noms utilisés, poudre de Tenebrio molitor ou farine d'Acheta domesticus, sont peu évocateurs pour la majorité des consommateurs. 17e fait. Le son de blé et les fibres de cellulose dans le pain industriel. Le raffinage de la farine blanche produit une grande quantité de son. Les enveloppes du grain de blé, riches en fibres, en minéraux et en vitamine B. Ce son était autrefois presque intégralement destiné à l'alimentation animale. Progressivement, il a été réintroduit dans des produits alimentaires humains. Le pain complet, les céréales du petit déjeuner, les biscuits enrichis en fibres. Ce mouvement a été encouragé par les études épidémiologiques montrant les bénéfices des fibres alimentaires sur la santé digestive et cardiovasculaire. Mais il y a un point plus troublant. Certains produits industriels enrichissent leur teneur en fibres non pas avec du son de céréales, mais avec de la cellulose microcristalline, E460, ou de la méthylcellulose, E461. Ces fibres de cellulose sont extraites de la pulpe de bois, un déchet de l'industrie papetière ou de coton. Techniquement, la cellulose est une fibre alimentaire insoluble qui n'est pas digérée par l'organisme humain. Elle traverse le système digestif sans être absorbée, ce qui lui permet d'augmenter le volume des selles et d'améliorer le transit. Et puis, un retournement inattendu. La cellulose est également utilisée comme anti-agglomérant dans le fromage râpé industriel. Ce fromage en sachet qui ne colle jamais, c'est parce qu'il est saupoudré de cellulose de bois pour empêcher les particules de s'agglutiner. Aux États-Unis, des investigations journalistiques ont révélé que certains fromages parmesans industriels contenaient jusqu'à 8% de cellulose de bois, bien au-delà des limites autorisées. Des rappels de produits ont suivi et des amendes ont été infligées à plusieurs fabricants. 18e fait. L'huile de fusel et les arômes résiduels de distillerie. La distillation de l'alcool produit une série de sous-produits indésirables appelés alcool de fusel. Un mélange d'alcool supérieur comme l'alcool isoamylique, l'alcool propylique et l'alcool butylique. Ces composés donnent des arômes puissants et parfois désagréables quand ils sont présents en excès dans une eau-de-vie. Les distilleries de haute qualité les séparent soigneusement du distillat final. Mais ces huiles de fusel ne sont pas jetées. Elles sont récupérées, purifiées et vendues à l'industrie des arômes alimentaires. L'acétate d'isoamyle, l'arôme de banane artificielle, est dérivé de l'alcool isoamylique présent dans les huiles de fusel. L'arôme de poire dans les bonbons et les yaourts vient souvent de l'acétate d'isobutyle, également issu de ces résidus de distillerie. Ces molécules, une fois purifiées et dosées, sont des arômes alimentaires approuvés et sûrs. Mais leur origine, les déchets de la fabrication d'alcool, est rarement évoquée sur les emballages. Ce moment change tout dans la façon dont on perçoit la liste d'ingrédients d'un produit alimentaire. Quand vous lisez « arôme naturel de banane » sur un emballage, cela peut vouloir dire plusieurs choses. Un extrait réel de banane, une molécule synthétique qui imite l'arôme de banane, ou une molécule naturelle issue d'un processus de fermentation ou de distillation qui n'a rien à voir avec le bananier. La réglementation sur les arômes est complexe et le terme naturel ne garantit pas l'origine que vous imaginez. 19e fait. Le lycopène extrait des tomates industrielles déclassées.
Le lycopène est ce pigment rouge qui donne leur couleur aux tomates, aux pastèques et aux pamplemousses roses. C'est aussi un antioxydant commercialisé comme complément alimentaire et colorant naturel. Et sa source principale dans l'industrie? Les tomates déclassées. Celles qui sont trop petites, trop abîmées, trop mûres ou mal formées pour être vendues fraîches ou utilisées dans les conserves haut de gamme. Ces tomates de second choix sont transformées en concentré de tomates ou en purée. Et lors de ce processus, le lycopène est extrait et concentré. On obtient ainsi une poudre rouge intense ou une huile enrichie en lycopène qui sera vendue à l'industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire. Les comprimés de lycopène que vous trouvez en pharmacie, les crèmes solaires enrichies en antioxydants, certains yaourts à la fraise naturellement colorés, tout cela peut contenir du lycopène extrait de tomates industrielles déclassées. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Des études épidémiologiques, notamment des analyses de cohortes conduites en Finlande et aux États-Unis sur plusieurs décennies, ont trouvé une association entre une consommation élevée de lycopène et une réduction du risque de certains cancers, notamment le cancer de la prostate. Mais les essais cliniques contrôlés avec des suppléments de lycopène ont donné des résultats bien plus mitigés. La différence entre l'effet protecteur d'une alimentation riche en tomates et l'effet d'un supplément isolé illustre la complexité de la nutrition et l'incertitude qui entoure encore beaucoup de ces produits valorisés. 20e fait. Les polyphénols du café récupérés des eaux de dépulpage. La production de café génère une quantité considérable de déchets. La pulpe et la peau du fruit du caféier, qui représentent environ 60% du poids du fruit. Ces résidus, appelés cerises de café ou mucilage, étaient autrefois jetés dans les rivières ou laissés pourrir dans des décharges à ciel ouvert autour des plantations, créant une pollution sérieuse dans les pays producteurs. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus valorisés. La pulpe séchée de café, la cascara, est utilisée pour préparer une infusion légèrement sucrée et fruitée, populaire au Yémen depuis des siècles et récemment redécouverte par les amateurs de café specialty en Europe et en Amérique du Nord. Mais au-delà de la cascara, des entreprises biotechnologiques extraient des polyphénols, de l'acide chlorogénique et d'autres composés bioactifs de ces résidus pour les incorporer dans des compléments alimentaires, des boissons énergisantes et des cosmétiques anti-âge. Maintenant, ce qui est souvent caché. Le marc de café, ce qui reste dans votre cafetière après l'infusion, est lui aussi valorisé industriellement. Des startups utilisent le marc de café usagé pour cultiver des champignons comestibles, pour produire des biocarburants, pour fabriquer des bioplastiques et même des meubles. Un café bu le matin peut donc voir ses résidus transformés en table basse ou en packaging alimentaire. C'est une forme de recyclage dont les chaînes ne sont pas encore parfaitement établies à grande échelle, mais les expérimentations se multiplient. 21e fait, le chitosan extrait des carapaces de crevettes comme additif alimentaire. Les carapaces de crevettes, de homards et de crabes sont riches en chitine, une molécule structurale proche de la cellulose. Pendant longtemps, ces millions de tonnes de carapaces produites chaque année par l'industrie de la pêche et de l'aquaculture étaient simplement jetées. Aujourd'hui, la chitine est extraite par un procédé chimique et transformée en chitosan, un dérivé soluble qui a des propriétés remarquables. Il est antimicrobien, filmogène et capable de se lier aux graisses alimentaires. Le chitosan est approuvé comme additif alimentaire dans plusieurs pays. Il est utilisé comme agent de clarification dans la production de vin et de jus de fruits, où il remplace parfois la gélatine, offrant une alternative pour les végétaliens. Il est aussi incorporé dans certains compléments alimentaires, qui affirment aider à réduire l'absorption des graisses alimentaires en créant un gel dans l'intestin. L'efficacité de cet effet est soutenue par quelques études, mais les résultats sont modestes et les méta-analyses récentes restent prudentes quant à ses bénéfices réels sur le poids. Et voici un autre exemple. Le chitosan est également utilisé pour développer des emballages alimentaires biodégradables et antimicrobiens. Des films de chitosan appliqués sur des fruits et légumes frais peuvent prolonger leur durée de conservation de plusieurs jours sans réfrigération. Des projets pilotes ont été lancés au Mexique, au Brésil et en Thaïlande pour utiliser le chitosan local, extrait des déchets de la pêche aux crevettes, pour traiter des fruits destinés à l'export. Ce faisant, on transforme un déchet en solution pour réduire les pertes alimentaires post-récolte. 22e fait. Les stérols végétaux issus de la fabrication d'huile de pin. Les margarines fonctionnelles enrichies en phytostérols sont présentées comme bénéfiques pour réduire le cholestérol LDL. Les phytostérols, des molécules structurellement proches du cholestérol mais d'origine végétale,
bloquent partiellement l'absorption intestinale du cholestérol. Ces molécules sont présentes naturellement dans de nombreux végétaux, mais en quantité insuffisante dans l'alimentation normale pour avoir un effet clinique significatif. Pour atteindre les doses efficaces, on les concentre industriellement. La source principale de phytostérol pour l'industrie alimentaire, l'éthanol, sous-produit de la fabrication de papier Kraft à partir de pain. Lors de ce procédé, la cellulose est extraite du bois et les résines, acides gras et stérols restants flottent à la surface des liqueurs de traitement. Ces thallols bruts sont ensuite raffinés pour en extraire les phytostérols, qui sont ensuite purifiés, estérifiés et incorporés dans des produits laitiers, des margarines et des boissons enrichies. Il est temps de continuer. Les études cliniques sur les phytostérols sont solides. Une consommation régulière de 2 grammes par jour peut réduire le cholestérol LDL de 8 à 10%. Des sociétés comme Unilever avec sa marque Flora Proactive ont construit des gammes entières de produits autour de cet ingrédient, générant des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Derrière ce succès commercial se cache un déchet de papeterie, une valorisation remarquable qui illustre la complexité des filières agro-industrielles. 23e fait. Le vinaigre produit à partir de résidus de fermentation. Le vinaigre est l'un des condiments les plus anciens et les plus universels du monde. Sa fabrication suit toujours le même principe fondamental. Une fermentation alcoolique suivie d'une acétification bactérienne. Ce qui varie, c'est la matière première. Et dans l'industrie agroalimentaire moderne, cette matière première est souvent un résidu d'un autre procédé. Le vinaigre de vin est produit à partir de vins défectueux ou de lies de vin, les dépôts qui se forment au fond des cuves. Le vinaigre de cidre utilise les restes de pommes broyées. Le vinaigre de riz industriel peut partir de brisures de riz non commercialisables. Le vinaigre blanc de table, omniprésent dans les cuisines du monde entier, est souvent produit par fermentation acétique directe à partir d'éthanol industriel, lui-même fabriqué par fermentation de déchets sucrés, comme la mélasse. Autrement dit, le vinaigre blanc que vous utilisez pour nettoyer votre cafetière ou assaisonner vos salades est fondamentalement le produit d'une double fermentation de déchets agroalimentaires. C'est un produit parfaitement sain et utile, mais son origine est rarement imaginée par les consommateurs. Ici se cache un point important. La qualité organoleptique du vinaigre dépend fortement de la qualité de la matière première. Un vinaigre de vin produit à partir de vins déclassés mais de bonne extraction aura des arômes complexes. Un vinaigre produit à partir d'éthanol industriel de qualité médiocre sera âcre et peu nuancé. Cette différence n'est généralement pas visible sur l'étiquette et le prix reste souvent le seul indicateur de qualité accessible aux consommateurs ordinaires. 24e fait. Les fibres de pommes récupérées après extraction de jus. L'industrie du jus de pomme génère une quantité massive de pulpe résiduelle, les pomasses, après l'extraction du jus. Ce résidu contient encore des fibres solubles et insolubles, des polyphénols, des acides organiques et des sucres résiduels. Autrefois destiné essentiellement à la distillerie ou au compostage, ce pomasse est aujourd'hui valorisé de multiples façons. Les fibres de pommes séchées et broyées sont incorporées dans des produits de boulangerie comme alternative aux fibres de blé, dans des céréales du petit déjeuner comme agent texturant et dans des viandes transformées comme liant et agent de rétention d'eau. Elles sont également utilisées dans les aliments pour animaux de compagnie et les suppléments alimentaires humains. Les polyphénols de pommes, notamment la quercétine et les procyanidines, sont extraits pour être vendus comme antioxydants. Et puis, un retournement inattendu. Des chercheurs ont découvert que les pépins de pommes contenaient de petites quantités d'amygdaline, une molécule qui se décompose en cyanure lors de la digestion. Consommé en quantités infimes, comme c'est le cas dans les produits transformés, il ne présente aucun risque. Mais cet exemple montre que même des sous-produits apparemment anodins nécessitent des analyses de sécurité rigoureuses avant d'être incorporés dans la chaîne alimentaire humaine. 25e fait, le phosphate tricalcique extrait des os dans les suppléments de calcium. Les suppléments de calcium, présents dans les comprimés de vitamines, les aliments enrichis pour nourrissons, les produits laitiers allégés, contiennent souvent du phosphate tricalcique ou du carbonate de calcium. Ces sources de calcium peuvent provenir de calcaire minéral ou, dans certains cas, d'un traitement des os d'animaux. Les os bovins ou porcins, coproduits de l'abattage, sont calcinés à haute température pour en éliminer toute matière organique, puis broyés pour obtenir une poudre blanche inodore riche en phosphate de calcium. Cette poudre est chimiquement identique au calcium minéral,
la distinction entre origine animale et minérale est impossible à détecter dans le produit final. Elle est approuvée comme supplément nutritionnel dans la plupart des réglementations mondiales. Mais pour les personnes végétaliennes, ou celles qui évitent les produits d'origine animale pour des raisons religieuses ou éthiques, cette origine potentielle est préoccupante. Certains fabricants précisent désormais calcium d'origine végétale ou calcium minéral pour rassurer ses consommateurs. Maintenant, faites attention. Le phosphate tricalcique d'origine osseuse est également utilisé comme anti-agglomérant dans des poudres alimentaires, poudre de cacao, sucre glace, épices en poudre. Il empêche la formation de grumeaux et améliore l'écoulement de la poudre. Sa présence dans ces produits est légalement requise d'être déclarée sous le code E341. Mais peu de consommateurs savent ce que signifie ce code. 26e fait. Le dioxyde de titane, blanc utilisé pour les confiseries. Le dioxyde de titane, E171, est un pigment blanc brillant utilisé dans les bonbons, les chewing-gums, les dentifrices, les médicaments enrobés, les crèmes solaires et les peintures. Dans l'alimentation, il donne cette blancheur éclatante aux dragées, aux bonbons à la menthe et à certains fromages industriels. Ce composé est extrait du minerai d'ilménite ou de rutile, puis purifié par des procédés chimiques complexes. Ce qui est intéressant, c'est que l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a réévalué la sécurité du dioxyde de titane en 2021 et conclut qu'il ne pouvait plus être considéré comme sûr en tant qu'additif alimentaire, en raison de préoccupations concernant la génotoxicité potentielle des nanoparticules. À la suite de cette réévaluation, l'Union européenne a interdit l'utilisation du E171 dans les aliments à partir de 2022, mais dans de nombreux autres pays, États-Unis, Canada, Australie, il reste autorisé et largement utilisé. Examinons le point suivant. Le remplacement du dioxyde de titane dans les formulations alimentaires a posé un défi technologique considérable. Les industriels cherchent des alternatives. Le carbonate de calcium, l'amidon de riz, les extraits de champignons blancs. Certaines ont déjà été adoptées, mais aucune ne reproduit parfaitement le blanc pur et la stabilité du E171. Ce cas illustre comment un additif omniprésent peut se retrouver brusquement sous les projecteurs, forçant une industrie entière à se réinventer rapidement. 27e fait. Les levures inactivées comme exhausteurs de goût et substituts de sel. La levure de bière inactivée, différente de l'extrait de levure, et la levure entière, non hydrolyée, qui a été tuée thermiquement après la fermentation. Elle conserve ses protéines, ses vitamines B, ses minéraux et ses nucléotides intacts. Utilisée comme complément alimentaire depuis des décennies dans les milieux végétaliens, elle est aujourd'hui largement intégrée dans les formulations industrielles de snacks, de sauces et d'assaisonnement. Les nucléotides de levure, notamment l'inosinate et le guanylate, sont des puissants synergistes du glutamate. Ils multiplient par plusieurs dizaines la perception de saveurs umami à des concentrations infimes. Combinés à l'extrait de levure, ils permettent de réduire significativement la quantité de sel dans un produit, tout en maintenant, voire en amplifiant, la perception de goût. Cette stratégie est largement utilisée par les industriels pour reformuler des produits à teneur réduite en sodium, répondant ainsi aux recommandations des autorités sanitaires mondiales. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Une pression de sodium dans les aliments transformés est aujourd'hui au cœur de politiques de santé publique dans de nombreux pays. Les entreprises qui réussissent à réduire le sel sans dégrader le goût ont un avantage commercial considérable. Les technologies basées sur les levures et leurs dérivés sont au cœur de cette innovation. Et tout cela repose sur des organismes microscopiques qui étaient, il y a un siècle, simplement jetés au bout de chaque cycle de brassage. 28e fait. L'acide lactique produit par fermentation de déchets amylacés. L'acide lactique, E270, est un acidifiant omniprésent dans les aliments transformés. Il donne le goût acide au yaourt, aux cornichons, aux charcuteries fermentées, au pain au levain. Il est aussi utilisé comme conservateur naturel et régulateur d'acidité. Sa production industrielle repose sur la fermentation lactique de substrats sucrés, et ces substrats sont souvent des déchets agroalimentaires. La mélasse, la bagasse de canne à sucre, les résidus d'hydrolyse du maïs, les eaux de trempe de l'industrie amidonnière, tous ces résidus peuvent servir de substrat pour les bactéries lactiques qui produisent de l'acide lactique. Des usines de fermentation géantes, principalement en Europe et en Asie,
convertissent ces flux de déchets en acide lactique purifié. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes sont produites et distribuées à l'industrie alimentaire mondiale. Et voici un autre exemple. L'acide lactique est également le précurseur du polylactide, le PLA, un bioplastique utilisé pour les emballages alimentaires compostables. Ces barquettes translucides pour salades et fruits, ces gobelets pour boissons chaudes qui remplacent les plastiques pétrosourcés, ils sont souvent faits de PLA dérivé d'acide lactique, lui-même produit à partir de déchets céréaliers. La boucle est bouclée. Les déchets alimentaires produisent un acide qui devient un plastique qui emballe les aliments. 29e fait. Les arômes de fumée liquide issus de la combustion contrôlée de déchets de bois. La fumée liquide est un arôme utilisé massivement dans l'industrie des viandes transformées, des snacks et des sauces. Elle permet de donner un goût fumé à des produits sans passer par un fumage traditionnel, long et coûteux. Elle est produite par combustion contrôlée de sciure ou de copeaux de bois, souvent des déchets de menuiserie ou de scierie, puis condensation de la fumée en un liquide qui est ensuite filtré et purifié. Dans ce liquide, on trouve des centaines de composés chimiques, des phénols qui donnent l'arôme, des acides organiques qui conservent, des carbonyles qui colorent la surface des viandes. Certains de ces composés, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont potentiellement cancérigènes à forte dose. C'est pourquoi la réglementation européenne encadre strictement la production et l'utilisation de la fumée liquide, avec des listes positives de produits autorisés et des teneurs maximales en composés nocifs. Et voici ce qui soulève des questions. Des études indépendantes ont suggéré que certains produits commerciaux de fumée liquide disponibles en dehors de l'Union européenne pourraient contenir des concentrations plus élevées de composés nocifs que les équivalents européens réglementés. Cette disparité réglementaire mondiale signifie que la sécurité d'un produit fumé peut varier considérablement selon le pays d'origine, même si le produit fini se retrouve dans les rayons du même supermarché. 30e fait. Le calcium de coquilles d'œufs recyclées dans les suppléments et les aliments enrichis. Les coquilles d'œufs sont un déchet en quantité astronomique. L'industrie agroalimentaire mondiale génère plusieurs millions de tonnes de coquilles chaque année, dans les usines de transformation de liquide, les boulangeries industrielles, les fabricants de mayonnaise. Autrefois éliminées en décharge ou compostées, ces coquilles sont aujourd'hui valorisées comme source de calcium. Les coquilles sont composées à environ 98% de carbonate de calcium, une forme de calcium bien absorbée par l'organisme humain. Après nettoyage, broyage et parfois calcination, elles sont transformées en poudre de calcium utilisée dans les compléments alimentaires, les aliments enrichis pour seniors, les préparations pour nourrissons et même les aliments pour animaux. Des études ont montré que le calcium de coquille d'œuf a une biodisponibilité comparable ou supérieure au carbonate de calcium synthétique. Passons à la suite. Des startups ont poussé l'idée encore plus loin. En traitant les coquilles d'œufs avec des enzymes, on peut obtenir des peptides bioactifs issus de la membrane interne de la coquille, une fine pellicule blanche riche en collagène, en acide hyaluronique et en glucosamine. Ces molécules sont commercialisées sous forme de compléments pour les articulations, la peau et les ongles. Le prix de ces extraits de membrane de coquille d'œuf peut atteindre plusieurs centaines d'euros par kilogramme. Une valorisation vertigineuse pour ce qui est littéralement un déchet de petit déjeuner. 31e fait. Le lactose récupéré du lactosérum comme édulcorant et support d'arôme. Le lactose, le sucre du lait, est présent en grande quantité dans le lactosérum. Une fois que les protéines ont été extraites pour faire de la whey, il reste un perméat riche en lactose. Ce lactose peut être cristallisé et utilisé directement comme sucre peu calorique dans des produits alimentaires, ou comme support pour des arômes en poudre. Une propriété liée à sa capacité à absorber et à retenir des molécules aromatiques. Dans l'industrie des arômes, le lactose est l'un des supports les plus utilisés pour les poudres aromatiques. Quand vous ouvrez un sachet de soupe instantanée, de purée en flocons ou de sauce déshydratée et que vous sentez l'arôme intense qui s'en dégage, ce que vous détectez, c'est souvent des molécules aromatiques adsorbées sur du lactose en poudre. Pour les personnes intolérantes au lactose, cette présence de lactose dans des produits inattendus peut causer des inconforts digestifs qu'elles attribuent à tort à d'autres ingrédients. Et ce n'est pas tout. Le lactose est aussi utilisé comme excipient dans les médicaments, le fameux sucre de lait que l'on retrouve comme diluant dans les comprimés. Si vous avez une intolérance au lactose sévère, certains médicaments génériques peuvent théoriquement vous poser problème, bien que les quantités en jeu soient généralement très faibles.
C'est un exemple supplémentaire de la façon dont les déchets d'une industrie, ici l'industrie laitière, se retrouvent dans des secteurs aussi éloignés que la pharmacie. 32e fait. Les microalgues cultivées sur des eaux usées comme source de protéines et d'oméga 3. Les microalgues, spiruline, chlorelle, nanochloropsis, sont présentées comme la nourriture du futur. Riches en protéines complètes, en acides gras oméga 3, en chlorophylle et en vitamines, elles sont cultivées dans des bassins ou des photobioréacteurs. Ce que l'on mentionne rarement, c'est que certaines installations de production de microalgues à grande échelle utilisent des eaux usées industrielles ou des effluents d'élevage comme substrat nutritif. Les algues se nourrissent du nitrate et du phosphate présents dans ces eaux chargées, purifiant ainsi l'effluent tout en produisant de la biomasse. Ce double bénéfice, traitement des eaux usées et production de protéines, est l'argument central de nombreux projets pilotes financés par des fonds européens et nord-américains. En théorie, des eaux d'élevage porcin ou de fromagerie, riches en azote et en phosphore, peuvent devenir le milieu de culture idéal pour des microalgues qui seront ensuite séchées, broyées et incorporées dans des barres protéinées ou des poudres alimentaires. La spiruline de votre smoothie vert du matin a peut-être une histoire plus complexe que vous ne l'imaginez. Et puis, un retournement inattendu. La question de la contamination se pose naturellement. Si les microalgues sont cultivées sur des eaux usées, est-ce que des métaux lourds, des médicaments vétérinaires ou des pathogènes peuvent s'accumuler dans la biomasse finale? Les études montrent que des systèmes bien contrôlés peuvent produire des microalgues conformes aux standards alimentaires. Mais dans un marché mondial peu régulé, où des poudres de spiruline arrivent de producteurs lointains sans traçabilité claire, la vigilance s'impose. Des cas de contamination au plomb et au mercure dans des compléments à base d'algues ont déjà été documentés. 33e fait. L'hydrolysa de protéines de soja, résidu du pressage de l'huile. L'huile de soja est l'une des huiles végétales les plus consommées au monde. Sa production génère un tourteau, le résidu solide après extraction de l'huile, qui est extrêmement riche en protéines. Ce tourteau de soja est la principale source de protéines pour l'alimentation animale mondiale. Mais une partie est aussi traitée par hydrolyse, acide ou enzymatique, pour produire des hydrolysats de protéines de soja utilisés directement dans l'alimentation humaine. Ces hydrolysats ont un goût umami prononcé et sont utilisés comme exhausteurs de goût dans les sauces soja industrielles, les soupes instantanées, les chips, les préparations culinaires et les sauces d'assaisonnement. Quand vous lisez « protéines végétales hydrolysées » sur une étiquette, c'est souvent du soja hydrolysé, un dérivé du résidu de pressage d'huile. Ce produit contient naturellement du glutamate libre, qui contribue à l'effet umami, et peut aussi contenir des traces de 3-MCPD, un contaminant de processus potentiellement néfaste à forte dose, si l'hydrolyse acide n'est pas correctement contrôlée. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Le soja lui-même est au cœur de controverses environnementales majeures. Sa culture intensive est l'une des principales causes de déforestation en Amazonie et dans le Cerrado brésilien. Quand on valorise le tourteau de soja comme sous-produit et qu'on le présente comme une solution durable, on escamote parfois la question de l'impact en amont, la déforestation et l'utilisation massive de pesticides qui ont permis de produire ce soja en premier lieu. La durabilité d'un sous-produit dépend toujours de la durabilité du processus principal dont il est issu. Voilà, 33 produits, 33 histoires. Ce que cette liste révèle n'est pas vraiment un scandale. C'est une réalité industrielle que la plupart des gens n'ont jamais eu l'occasion de regarder en face. Ce qui était autrefois un déchet embarrassant est devenu une ressource précieuse. Les os deviennent gélatine, les insectes deviennent colorants, les écorces de citron deviennent gélifiants, les résidus de bière deviennent arômes. Est-ce que tout cela est dangereux? Dans la grande majorité des cas, non. Ces ingrédients sont évalués, réglementés et consommés sans incident par des milliards de personnes chaque jour. Mais certaines zones d'ombre méritent attention. Les questions sur les émulsifiants et le microbiome ne sont pas résolues. La sécurité des nanoparticules de dioxyde de titane a conduit à une interdiction en Europe, mais pas ailleurs. Les contaminants possibles dans les algues ou les hydrolysats de soja font l'objet de surveillance continue. L'origine animale non déclarée de certains additifs reste un problème réel pour des millions de consommateurs végétaliens ou religieux. Ce qui est certain, c'est que la liste d'ingrédients sur un emballage alimentaire est souvent le bout visible d'une chaîne longue et complexe, où des matières que personne ne voulait sont devenues essentielles. La prochaine fois que vous lirez une étiquette,
vous saurez qu'il y a toujours une histoire derrière chaque code E. Et parfois, cette histoire commence dans un abattoir, une papeterie, une brasserie ou une plantation de cactus à l'autre bout du monde. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt sur 33 Facts.